Il a toujours pensé que le silence s'achetait. Il y a 18 ans, sur un banc glacé des Tuileries, il m'a tendu une enveloppe blanche pour effacer ce qu'il appelait une erreur de jeunesse. Il a cru que j'étais faible parce que je suis parti sans crier, sans faire de scandale. Ce soir, caché dans l'ombre de la salle de bal de l'hôtel de Crillon, je règle les projecteurs qui vont l'illuminer. Je le regarde serrer des mains, sûr de lui, intouchable dans son smoking sur mesure. Il pense que le passé est mort et enterré. Il ne se doute pas une seconde que l'erreur qu'il voulait supprimer se tient juste à côté de moi, vêtu d'un uniforme noir trop grand. Adrien a toujours jugé le monde à la qualité du tissu et au poids du portefeuille. Il a oublié de regarder les yeux. S'il l'avait fait, il aurait vu que la tempête était déjà là. C'est curieux comme un homme peut bâtir un empire, mais être incapable de reconnaître son propre visage quand il le regarde en face. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. C'est étrange comme la lumière peut tout changer. Je m'appelle Claire Valois, j'ai 40 ans, et mon métier consiste à rester dans l'ombre pour que les autres puissent briller. Ce soir-là, à l'hôtel de Crillon, les lustres du salon des Aigles ne scintillaient pas comme des étoiles, non, ils brillaient comme de l'or froid, une lumière dure et précise que j'avais passé l'après-midi à régler millimètre par millimètre. Je me tenais près de la régie, mon casque sur les oreilles, observant ce ballet incessant de robes de soie et de costumes sur mesure. Pour eux, c'était une soirée de charité, une occasion de montrer leur générosité tout en buvant du champagne millésimé. Pour moi, c'était simplement une facture de plus à payer, un mois de loyer assuré, et peut-être un peu d'économie pour les études de ma fille. Je me sentais invisible, une simple technicienne parmi le personnel, et cela me convenait parfaitement. J'ai appris il y a longtemps que dans ce monde, ceux qui possèdent le pouvoir ne regardent jamais vraiment ceux qui les servent. Mais mon cœur s'est serré quand j'ai vu ma fille, Juliette. Elle était là, à quelques mètres de l'entrée, vêtue de cet uniforme noir trop grand pour ses épaules fines. Elle avait insisté pour venir, pour m'aider, pour gagner un peu d'argent de poche. À 18 ans, elle avait déjà cette fierté silencieuse, ce refus de demander de l'aide qui me rappelait tellement quelqu'un que j'essayais d'oublier. Elle tenait un plateau de verre vide, le dos droit, essayant de se fondre dans le décor doré de la salle. Je voulais lui dire de rentrer à la maison, de laisser ce monde superficiel derrière elle, mais je suis restée silencieuse. Je ne savais pas encore que le destin, ce vieux complice ironique, était sur le point de faire basculer notre soirée dans le chaos. L'atmosphère dans la salle a changé en une fraction de seconde. Ce n'était pas un bruit, mais plutôt un silence, une onde de respect craintif qui a traversé la foule. Les conversations se sont arrêtées, les têtes se sont tournées vers les grandes portes à double battant. Il était là. Adrien de Montalembert. L'héritier. L'homme d'affaires que les journaux financiers adoraient. L'homme qui, 18 ans plus tôt, m'avait juré qu'il m'aimerait toujours avant de disparaître comme si je n'avais jamais existé. Il portait son assurance comme une seconde peau, impeccable dans son smoking, le visage un peu plus marqué qu'autrefois mais toujours aussi beau, d'une beauté froide et intouchable. Je me suis figé derrière ma console, retenant mon souffle jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Je priais pour qu'il ne regarde pas vers le fond de la salle, pour qu'il traverse simplement le hall vers la zone VIP et nous laisse tranquilles. Il avançait, serrant des mains, distribuant ses sourires polis qui ne montaient jamais jusqu'à ses yeux. Il passait tout près de l'entrée de service, là où se tenait Juliette. Et c'est là que c'est arrivé. Peut-être était-ce la fatigue, ou peut-être la tension palpable dans l'air, mais le plateau dans les mains de Juliette a glissé. Le bruit du verre brisé a claqué comme un coup de feu sur le marbre poli. Le temps s'est arrêté. La musique de fond a semblé se taire. Tous les regards, chargés de jugement et d'agacement, se sont braqués sur cette jeune fille maladroite. Adrien s'est arrêté net. Il était juste à côté d'elle. J'ai vu son expression se durcir,
ce pli familier entre ses sourcils qui signifiait qu'il était contrarié par ce désordre vulgaire. Il s'est tourné vers Juliette, ouvrant la bouche pour sans doute réprimander le personnel, pour exiger que l'on nettoie cette saleté. Juliette, rouge de honte mais le menton haut, a levé les yeux vers lui pour s'excuser. Et à cet instant précis, le masque d'Adrien est tombé. Il ne a pas crié. Il n'a pas bougé. Il a simplement cessé de respirer. Il fixait le visage de ma fille comme s'il voyait un fantôme. Il voyait ses propres yeux gris orageux. Il voyait la ligne aristocratique de ce nez qu'il tenait de sa propre mère. Il voyait son propre visage, rajeuni de 20 ans, le regarder avec une innocence brutale. La ressemblance n'était pas vague, elle était violente, indéniable, absolue. J'ai vu ses lèvres bouger, sans émettre de son, mais je savais ce qu'il disait. Impossible. C'était le mot qui se lisait sur ses lèvres pâles. Avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, avant que son esprit ne puisse assembler les pièces de ce puzzle terrifiant, j'ai arraché mon casque. J'ai traversé la zone d'ombre et je me suis planté entre lui et elle, mon corps formant un bouclier humain. Adrien a levé les yeux vers moi, et j'ai vu la reconnaissance le frapper de plein fouet, suivie immédiatement par une terreur pure. Est-ce qu'il pensait vraiment, après toutes ces années, que le passé resterait sagement enterré sous le poids de son argent? Le silence dans la salle de bal a duré une éternité, mais dans ma tête, il a suffi pour me renvoyer 19 ans en arrière. Soudain, l'odeur du champagne et des parfums coûteux s'est effacée. À la place, j'ai senti l'odeur de la pluie sur les pavés parisiens et le parfum du papier jauni des vieux livres le long des quais de la Seine. C'était l'automne à Paris, une saison qui a toujours eu pour moi le goût de la mélancolie. Je n'étais pas cette femme invisible en tenue noire technique. J'étais Claire, 21 ans, étudiante boursière à la Sorbonne, les cheveux toujours en bataille et les mains tachées d'encre. Et lui, c'était pas Monsieur de Montalembert, le PDG intouchable. Juste l'étudiant en école de commerce qui portait des chemises trop bien repassées pour le quartier latin, mais qui me regardait comme si j'étais la seule énigme qu'il voulait résoudre. Je me souviens de notre rencontre dans un petit café bruyant près du Panthéon. Il détonnait tellement avec le décor. Autour de nous, les étudiants débattaient philosophie en fumant des cigarettes roulées, et lui, il buvait son café avec une retenue aristocratique, comme s'il avait peur de salir l'air autour de lui. J'ai été ébloui. Pas par son argent, je vous le jure. À cet âge-là, on est assez stupide pour croire que l'argent n'est qu'un détail. Non, j'ai été ébloui par sa politesse, par cette façon qu'il avait de me faire sentir précieuse, comme une œuvre d'art fragile qu'il venait de découvrir. Je ne voyais pas la cage dorée qu'il traînait derrière lui. Je ne voyais que le prince charmant qui s'échappait de son château pour venir me voir dans mon monde de bohème. Mais avec le recul, les signes étaient là. Ils étaient partout, inscrits dans les silences et les petits mensonges. Il y a un souvenir, précis comme une écharde, qui me revient toujours. C'était un après-midi de novembre, gris et froid. Nous étions assis sur un banc au jardin du Luxembourg. Adrien a sorti une petite boîte orange de sa sacoche en cuir. C'était un cadeau pour mon anniversaire. À l'intérieur, plié avec une précision chirurgicale, il y avait un carré de soie. Un foulard Hermès. Les motifs étaient complexes, les couleurs vibrantes, le tissu d'une douceur irréelle. J'ai retenu mon souffle. C'était l'objet le plus cher que j'ai jamais touché. Mais quand je l'ai noué autour de mon cou, sur mon manteau en laine rugueuse que j'avais acheté aux puces de Saint-Ouen, quelque chose clochait. La soie glissait. Elle était trop brillante, trop luxueuse. Elle jurait avec le reste de ma tenue, avec le reste de ma vie. Je me sentais déguisée. Adrien, lui, a souri, satisfait. Il ne m'habillait pas pour me faire plaisir, je le comprends maintenant. Il essayait de me couvrir, de cacher la fille pauvre sous une couche de soie acceptable pour son monde. Et puis, il y avait son téléphone.
Ce téléphone qui était toujours posé face contre la table quand nous étions ensemble. Chaque fois qu'il vibrait, je voyais les épaules d'Adrien se tendre. Je savais qui c'était avant même qu'il ne regarde l'écran. Maman. Ou parfois, le bureau. Il ne répondait jamais devant moi. Il s'éloignait, marchant quelques mètres plus loin, parlant à voix basse, le dos voûté. Une fois, je l'ai entendu dire, « Non, je suis à la bibliothèque, je révise avec un groupe de travail. » Il mentait avec une aisance qui me glaçait le sang, mais je choisissais de ne rien dire. Je me disais qu'il me protégeait. Je me disais que notre amour était un jardin secret, trop beau pour être partagé avec des gens qui ne comprendraient pas. Quelle idiotie! Il ne protégeait pas notre amour. Il protégeait sa réputation. Il avait peur. Une peur viscérale, enfantine, de décevoir la lignée des Montalembert. Nous ne sommes jamais allés chez lui. Jamais. Pas une seule fois en un an. Il disait que c'était en travaux, ou que ses parents étaient difficiles, ou qu'il préférait l'ambiance chaleureuse de ma chambre de bonne sous les toits. Je le croyais parce que je voulais le croire. J'aimais l'idée qu'il préfère mes draps dépareillés et mes tasses ébréchées à son luxe froid. Je ne comprenais pas que pour lui, j'étais une parenthèse. Une récréation excitante avant que la vraie vie, celle qu'on lui avait écrite avant sa naissance, ne reprenne ses droits. J'étais son petit secret inavouable du quartier latin. Et ce soir-là, dans ce hall d'hôtel scintillant, face à ma fille qui portait son visage, j'ai vu la terreur dans ses yeux. Ce n'était pas la peur d'un homme surpris. C'était la peur du petit garçon qui a oublié de cacher son jouet interdit et qui entend les pas de sa mère dans le couloir. 19 ans plus tard, il n'avait pas changé. Il était toujours cet étudiant riche et terrifié, sauf que maintenant, il ne pouvait plus simplement éteindre son téléphone pour faire disparaître le problème. L'hiver à Paris n'est pas seulement une saison climatique. Parfois, c'est un état d'âme qui s'installe pour ne plus jamais repartir. Je me souviens de ce jour de janvier comme si le gel avait figé chaque détail dans ma mémoire. Le ciel était d'un blanc laiteux, bas et lourd, pesant sur les toits de zinc de la ville. J'avais rendez-vous avec Adrien au jardin des Tuileries. J'avais choisi un lieu public, un lieu ouvert, peut-être parce qu'inconsciemment, je savais que j'aurais besoin de l'espace pour respirer après ce que j'allais lui dire. Dans ma poche, ma main serrait un petit morceau de plastique, brûlant contre ma paume. 2 lignes bleues. C'était tout ce qu'il avait fallu pour faire basculer mon univers. J'étais terrifiée, bien sûr. J'avais 21 ans, pas de diplôme, pas d'argent et une chambre de bonne mal chauffée. Mais il y avait aussi, blotti tout au fond de moi, une étincelle folle et naïve. L'espoir. Je me disais que peut-être, juste peut-être, cet enfant serait le pont entre nos deux mondes. Je me disais que l'amour, ce grand mot qu'Adrien utilisait si souvent dans l'obscurité de ma chambre, serait plus fort que son nom de famille. Il est arrivé avec 10 minutes de retard. Il portait un long manteau en cachemire beige et une écharpe sombre. Il avait l'air agacé, pressé. Il n'a pas enlevé ses gants pour me dire bonjour. Il s'est assis sur l'une de ces chaises en métal vert, emblématique du jardin, et a regardé sa montre. « Tu as l'air grave », a-t-il dit sans vraiment me regarder. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je n'ai pas beaucoup de temps, Claire. Maman organise un dîner ce soir et je dois passer chez le tailleur. » J'ai pris une grande inspiration. L'air glacé m'a brûlé la gorge. J'ai cherché son regard, essayant d'y trouver la douceur de nos nuits passées, mais je n'ai vu que le reflet gris du ciel parisien. « Je suis enceinte », ai-je murmuré. Le monde s'est arrêté. Les bruits de la ville, les klaxons lointains de la rue de Rivoli, les cris des enfants près du bassin, tout s'est éteint. Adrien n'a pas bougé. Il n'a pas cligné des yeux. Son visage s'est vidé de toute couleur, passant du rose mordu par le froid à un blanc cireux. J'ai attendu. J'ai attendu une question, une main tendue, un signe de vie.
Mais la première chose qui est sortie de sa bouche n'était pas pour moi. Ni pour le bébé. Mon père va me tuer. Ce n'était pas une figure de style. C'était une affirmation terrifiée. Sa voix tremblait. Il a passé une main gantée dans ses cheveux parfaits, détruisant sa coiffure impeccable pour la première fois depuis que je le connaissais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas garder ça, Claire. C'est impossible. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être un Montalembert. Ce n'est pas juste une famille. C'est une institution. Ils ont des plans pour moi. Des mariages prévus. Des fusions. Un enfant illégitime, mon Dieu, un scandale pareil me déshériterait avant même que je puisse expliquer. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas mon cœur. C'était plus profond, plus structurel. C'était l'illusion de la fille romantique que j'étais qui se fracassait contre le mur de la réalité. Il ne parlait pas de nous. Il parlait de lui. De son héritage. De sa peur. Je ne te demande pas de m'épouser, Adrien, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Je te dis juste que nous avons créé une vie. Et je vais la garder. Il m'a regardé comme si j'avais annoncé que j'allais mettre le feu au Louvre. La panique dans ses yeux a laissé place à quelque chose de plus froid, de plus calculé. Il a regardé autour de nous, vérifiant que personne n'écoutait. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti cette étrange sensation. Un frisson dans la nuque. J'ai tourné la tête vers l'allée principale. Il y avait un homme, assis sur un banc un peu plus loin. Il portait un manteau gris et lisait un journal, mais il ne tournait pas les pages. Il était trop immobile. Trop attentif. J'ai eu l'impression absurde d'être observé, catalogué. Mais Adrien a attiré mon attention à nouveau. Il a plongé la main dans la poche intérieure de son manteau. Pendant une seconde ridicule, mon cœur a bondi. Allait-il sortir une bague? Allait-il choisir l'amour? Mais ce qu'il a posé sur la petite table ronde en métal entre nous n'était pas un écrin de velours. C'était une enveloppe. Épaisse. Blanche. Sans nom. Il y a de quoi tout régler, a-t-il chuchoté, poussant l'enveloppe vers moi avec le bout des doigts, comme si elle était contagieuse. C'est tout ce que j'ai pu retirer sans que mon père ne s'en aperçoive. C'est beaucoup d'argent, Claire. De quoi payer une bonne clinique. De quoi t'aider à passer à autre chose. Tu es jeune. Tu as du talent. Ne gâche pas ta vie pour une erreur. Une erreur. Il avait appelé notre enfant une erreur. Il avait appelé ma fille, celle qui allait devenir ma raison de vivre, un problème à régler. J'ai regardé l'enveloppe. Je savais ce qu'il y avait dedans. Des billets. Assez pour payer mon loyer pendant 1 an. Assez pour manger à ma faim. Assez pour ne plus avoir froid. Je l'ai regardé, lui. Cet homme que j'avais idolâtré. Et soudain, je n'ai vu qu'un garçon effrayé dans un costume d'homme, prêt à sacrifier son humanité pour conserver ses privilèges. La douleur était là, tranchante comme une lame de rasoir, mais sous la douleur, une nouvelle force commençait à émerger. Une force froide et dure, forgée dans le mépris. Je ne veux pas de ton argent, Adrien, ai-je dit. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai cru que j'allais m'effondrer sur le gravier. Mais je suis resté debout. Claire, sois raisonnable, a-t-il sifflé, la peur tordant son visage. Si tu pars maintenant, c'est fini. Je ne pourrai plus rien faire pour toi. Si tu gardes cet enfant, tu seras seul. Tu m'entends? Seul. Ma famille ne te laissera jamais m'approcher. Je ne t'approcherai plus, ai-je répondu. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la sortie, vers la place de la Concorde. Le vent me fouettait le visage, séchant les larmes avant même qu'elles ne puissent couler. Je ne me suis pas retourné.
Je savais qu'il était toujours là, assis sur sa chaise verte, avec son enveloppe pleine de lâcheté. Et je savais aussi, avec une certitude glaçante, que l'homme au manteau gris m'avait regardé partir, notant sans doute l'heure exacte de ma rupture dans un carnet noir. J'ai marché jusqu'au métro. J'ai fouillé dans ma poche pour trouver mon ticket. Mes doigts ont effleuré le test de grossesse, puis le fond de ma poche. Il ne me restait que quelques pièces de monnaie. Assez pour un ticket, et peut-être une baguette. C'était tout ce que je possédais au monde. Les années qui ont suivi ce jour d'hiver aux Tuileries n'ont pas de nom dans ma mémoire. Elles sont un bloc compact de fatigue, de réveil à 4 heures du matin, et de trajets interminables dans le RER de banlieue. J'ai appris à compter en centimes. Je savais exactement combien coûtait un litre de lait, combien de temps je pouvais repousser une facture d'électricité, et comment transformer un paquet de pâtes et un peu de beurre en un festin pour une enfant. Je n'ai pas honte de ces années. Au contraire. C'est dans ces moments-là, dans notre minuscule appartement aux murs fins, que j'ai découvert qui j'étais vraiment. Je n'étais plus la petite étudiante romantique qui attendait un prince. J'étais une mère. Et croyez-moi, il n'y a pas de force plus redoutable sur terre. Juliette a grandi vite. Trop vite, peut-être. C'était une enfant calme, observatrice, avec ses yeux gris orageux qui me rappelaient parfois trop le passé. Mais son rire, lui, m'appartenait. C'était un rire clair, sans peur, qui remplissait notre petite cuisine le soir quand je rentrais épuisé de mes chantiers d'éclairage. J'avais réussi à trouver du travail dans l'événementiel, d'abord comme assistante, puis comme technicienne. Je portais des câbles, je montais des projecteurs, je grimpais aux échelles. C'était un travail dur, physique, loin des paillettes, mais il payait les factures. Et surtout, il me permettait de créer de la beauté avec de la lumière, même si ma propre vie semblait parfois bien sombre. Bien sûr, la question a fini par arriver. Je la redoutais autant que je l'attendais. C'était un soir de pluie, Juliette avait 7 ans. Elle dessinait sur la table de la cuisine pendant que je pliais du linge. Elle a posé son crayon, m'a regardé droit dans les yeux et a demandé « Il est où, mon papa ?» Les autres en ont un. Pourquoi pas moi? Mon cœur a raté un battement. J'aurais pu lui dire qu'il était mort. J'aurais pu lui dire que c'était un monstre qui nous avait abandonnés pour de l'argent. La colère était là, toujours présente, prête à exploser. Mais j'ai regardé son visage innocent, et je n'ai pas voulu salir son cœur avec ma propre amertume. J'ai posé le linge, je me suis accroupie à sa hauteur et j'ai caressé sa joue. Dites-moi, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à grandir. Il a eu peur, ma chérie. Certains adultes restent des enfants toute leur vie. Et nous n'avions pas besoin d'un autre enfant à la maison, n'est-ce pas? On est une équipe, toi et moi. Elle a semblé réfléchir, puis elle a hoché la tête, satisfaite par cette logique implacable, et elle est retournée à son dessin. J'ai construit un mur ce soir-là. Un mur solide autour de nous deux. Nous étions une forteresse imprenable. Et puis, Henri est arrivé. Je ne cherchais personne. Après Adrien, j'avais fermé cette porte à double tour. Mais Henri de la Cour n'est pas entré par la porte. Il est entré par la fenêtre, dites-moi, sans faire de bruit. Nous nous sommes rencontrés sur un vernissage où j'avais conçu l'éclairage. Il n'était pas comme les hommes que je croisais habituellement dans ce milieu. Il ne m'a pas regardé de haut. Il n'a pas essayé de me draguer lourdement. Il a regardé mes projecteurs, puis il m'a regardé moi, et il a dit, « Vous avez un don pour faire ressortir l'âme des choses. » Henri était plus âgé, la cinquantaine rassurante, avec des cheveux gris argentés et une voix calme qui apaisait mes nerfs toujours à vif. Il était investisseur, riche, cultivé, tout ce qu'Adrien était sur le papier, mais avec une différence fondamentale, Henri était gentil. D'une gentillesse profonde, sincère, sans agenda caché.
Il a compris tout de suite que je portais un lourd bagage. Il n'a jamais posé de questions indiscrètes. Il a simplement commencé à être là. Il nous invitait à dîner, pas dans des palaces intimidants, mais dans de petits bistrots chaleureux où Juliette pouvait manger des frites avec les doigts. Il m'aidait à relire mes contrats pour que je ne me fasse pas exploiter. Il respectait mon indépendance farouche, ne proposant jamais de payer mon loyer, mais m'offrant des opportunités professionnelles pour que je puisse le payer moi-même. Ce n'était pas la passion dévorante et destructrice que j'avais connue à 20 ans. C'était mieux. C'était de la paix. Avec Henri, j'ai appris qu'un homme pouvait être un refuge, pas une tempête. Mais même dans cette sécurité nouvelle, je gardais une part de moi fermée. Je ne lui ai jamais dit le nom du père de Juliette. Je lui ai juste dit que c'était une histoire ancienne, finie, enterrée. Henri, avec sa sagesse habituelle, n'a pas insisté. Il pensait sans doute que le passé resterait sagement à sa place. Mais nous avions tort tous les deux. Le passé n'est jamais mort. Il attend juste le bon moment pour se réveiller. Il y a des moments dans la vie où l'on sent l'orage arriver bien avant que le ciel ne s'assombrisse. On le sent dans ses os, une lourdeur électrique, une vibration sourde qui vous crie de faire demi-tour. Pour moi, ce moment est arrivé exactement 5 jours avant le gala, avec un simple appel téléphonique de mon agence. Claire, on a un gros contrat pour toi. L'éclairage complet pour la soirée de charité annuelle à l'hôtel de Crillon. Le budget est illimité. Jusque-là, tout allait bien. C'était le genre de mission qui pouvait sécuriser notre année entière. Mais quand mon interlocuteur a prononcé le nom du client, mon sang s'est glacé dans mes veines. C'est pour la Fondation Montalembert. Le grand patron sera là pour le discours, alors tout doit être parfait. Montalembert. Ce nom que j'avais passé près de 2 décennies à effacer de ma bouche, de mes papiers, de ma mémoire. J'ai failli lâcher le téléphone. Mon premier instinct, viscéral, animal, a été de refuser. De dire non, de raccrocher, de barricader ma porte. J'avais passé 18 ans à construire des murs invisibles autour de Paris pour ne jamais croiser sa route. J'avais évité les quartiers chics, les grands magasins de la rive droite, les lieux où les gens comme lui respirent un air différent du nôtre. Mais alors que j'allais refuser, mon regard s'est posé sur la table de la cuisine. Il y avait là une brochure que Juliette avait laissée traîner. Une école d'architecture. Une école prestigieuse, privée, terriblement chère. Elle n'avait rien demandé, bien sûr. Elle avait même commencé à chercher des petits boulots de serveuse pour économiser. Mais je savais qu'elle rêvait de cette école. Je savais qu'elle avait le talent pour y briller. Et je savais que mon salaire habituel ne suffirait jamais à payer les frais d'inscription. J'ai regardé le montant du contrat sur mon écran. C'était indécent. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Et la voix insidieuse de la rationalisation a commencé à murmurer dans ma tête. Adrien ne me verra pas. Il est PDG maintenant. Il sera sur scène, sous les projecteurs, entouré de ministres et de banquiers. Moi, je serai dans l'ombre, derrière ma console, invisible comme toujours. Nous vivons dans 2 mondes qui se frôlent mais ne se touchent jamais. Pourquoi devrais-je priver ma fille de son avenir à cause de ma peur du passé? J'ai pris le contrat. J'ai signé. Et immédiatement, j'ai eu la nausée. Quand j'en ai parlé à Henri, il n'a pas souri. Nous étions dans sa voiture, garée en bas de mon immeuble. La pluie battait contre le pare-brise, créant un cocon intime et gris. C'est une mauvaise idée, Claire, a-t-il dit, sa voix calme teintée d'inquiétude. Tu joues avec le feu. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je peux t'aider pour l'école de Juliette. Tu le sais. J'ai secoué la tête, peut-être un peu trop vivement. C'était mon orgueil. Ce maudit orgueil qui m'avait permis de survivre seul toutes ces années, mais qui me rendait aussi rigide qu'une vieille branche.
Non, Henri. Je ne veux pas de ton argent pour ça. Je veux qu'elle sache que sa mère a pu lui offrir cet avenir. Je veux qu'elle ne doive rien à personne. Surtout pas à un homme, même un homme aussi bon que toi. Il a soupiré, résigné. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner contre mes fantômes. Fais attention, a-t-il simplement dit. Parfois, le passé allait dans l'ongle. Si seulement je l'avais écouté. Mais le pire restait à venir. Juliette, avec son flair habituel pour les catastrophes, a appris que j'avais besoin d'assistants pour l'installation. Elle m'a supplié de l'emmener. Maman, s'il te plaît, c'est juste pour une soirée. Je porterai les câbles, je servirai les cafés, je ferai tout ce que tu veux. J'ai besoin de cet argent pour mon voyage de fin d'année. J'ai dit non. J'ai dit non 10 fois. Mais comment expliquer à sa fille de 18 ans qu'elle ne peut pas venir travailler avec sa mère sans lui avouer la vérité que je cachais depuis sa naissance? Je ne pouvais pas lui dire, tu ne peux pas venir parce que ton père sera là et qu'il est l'homme le plus puissant de la pièce. Alors, à court d'arguments logiques, j'ai fini par céder. Je me suis dit que la salle était immense. Qu'il y aurait 500 invités. Quelles étaient les chances? Le soir du gala, quand Juliette est sortie de sa chambre, mon cœur s'est arrêté une seconde fois. Elle portait l'uniforme noir exigé pour le personnel technique. Une chemise simple, un pantalon droit. Elle avait attaché ses cheveux en un chignon strict pour faire sérieux. Elle était belle. D'une beauté grave, aristocratique, qui ne lui venait pas de moi. Dans cette tenue sombre, elle ressemblait trait pour trait à la seule photo d'Adrien que j'avais gardée, une vieille coupure de journal froissé de l'époque où il avait son âge. C'était comme voir un fantôme prendre chair. « Tu es prête ?» m'a-t-elle demandé avec un grand sourire. J'ai forcé mes lèvres à s'étirer. Prête. Quel mensonge. Nous avons pris le métro, puis nous avons marché jusqu'à la place de la Concorde. L'hôtel de Crillon se dressait devant nous, majestueux, intimidant, ses fenêtres brillant de mille feux. Les portiers en uniforme nous ont dirigés vers l'entrée de service. En franchissant le seuil, j'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. Ce n'était pas le froid de la climatisation. C'était l'instinct d'une bête traquée qui entre d'elle-même dans la cage du chasseur. J'ai serré la main de Juliette un peu trop fort. Reste près de moi ce soir, d'accord? Ai-je chuchoté. Promets-moi de rester dans l'ombre. Elle a ri, dites-moi, ne comprenant pas. T'inquiète pas, maman. Je serai invisible. Si seulement elle avait su. Personne n'est jamais vraiment invisible quand la vérité décide qu'il est temps d'éclater. Et alors que nous poussions les lourdes portes de service pour entrer dans la salle de bal, je ne savais pas encore que je venais de commettre l'erreur qui allait détruire notre vie tranquille à tout jamais. Le silence qui s'est abattu sur le salon des aigles n'était pas celui de la paix. C'était le silence lourd, épais et coupable que l'on trouve dans les salles d'attente des hôpitaux ou les couloirs des tribunaux juste avant une sentence. Pendant une seconde qui a duré des siècles, Adrien est resté là, figé face à Juliette. J'ai vu la vérité traverser ses yeux comme un éclair. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Le sang ne ment pas, et les traits de son propre visage reflétés sur celui de ma fille étaient une preuve plus accablante que n'importe quel test ADN. Mais alors, j'ai vu quelque chose d'autre se produire. J'ai vu l'homme d'affaires reprendre le dessus sur l'homme. J'ai vu l'instinct de survie de la haute société, cet automatisme effrayant qui consiste à éliminer toute menace avant qu'elle ne puisse nuire à l'image publique. La stupeur dans ses yeux a disparu, remplacée par un rideau de fer. Il a cligné des yeux, une fois, 2 fois, comme pour effacer une hallucination. Puis, il a fait ce geste anodin, ce geste terrible qui m'a fait plus mal qu'une gifle. Il a ajusté le bouton de sa veste de smoking. Il a lissé le revers de soie. Il s'est refermé. Il n'a pas tendu la main vers sa fille.
Il n'a pas posé de questions. Il a détourné le regard. Il a effacé Juliette de son champ de vision comme on balaie une miette gênante sur une nappe immaculée. Il s'est tourné légèrement vers sa gauche, là où se tenait le chef de la sécurité, un homme massif en costume sombre qui attendait les ordres. Adrien ne a pas crié. Il n'a pas fait de scandale. C'est ça, la véritable violence des riches. Elle est silencieuse. Elle est polie. Elle se murmure. Gérez cela, a-t-il chuchoté, mais dans ce silence de mort, sa voix a porté jusqu'à nous. Faites-les sortir par l'arrière. Immédiatement. Je ne veux pas que les journalistes voient ça. Gérez cela. Nous n'étions pas des êtres humains. Nous n'étions pas une mère et sa fille. Nous étions un incident. Une situation à gérer. Un dégât des eaux. Une tache de vin. Adrien a tourné les talons. Il a repris sa marche vers le podium, le dos raide, sans un seul regard en arrière. Il nous a laissés là, exposés au regard de 500 inconnus qui commençaient à chuchoter, à nous disséquer du regard, à juger nos vêtements bon marché et notre présence incongrue. J'ai entendu le crissement de ses chaussures en cuir italien sur le marbre, un son sec, définitif. Le chef de la sécurité s'est avancé vers nous. Il n'était pas agressif, mais son corps barrait tout l'espace. Il a tendu une main gantée vers mon coude, non pas pour me soutenir, mais pour me diriger, pour me pousser vers la sortie de service, celle par laquelle on sort les poubelles. « Madame, s'il vous plaît », a-t-il dit d'une voix neutre, professionnelle. « Suivez-moi. Nous ne voulons pas d'esclandre. » J'ai senti la main de Juliette se crisper dans la mienne. Elle tremblait. Pas de peur, je le sentais, mais de rage. Une rage pure, incandescente. Elle regardait le dos de cet homme qui s'éloignait, ce père qui venait de la rejeter pour la deuxième fois sans même lui adresser la parole. La honte m'a envahi. Pas pour moi. Pour elle. Je m'étais juré de la protéger de ça. Je m'étais juré qu'elle ne connaîtrait jamais ce sentiment d'être, moins que rien, que j'avais ressenti dans le jardin des Tuileries il y a 18 ans. Et j'avais échoué. Je l'avais amené directement dans la gueule du loup. C'est à ce moment-là qu'une ombre s'est détachée de la foule des invités. Une silhouette familière, calme, qui a fendu le groupe de curieux comme la proue d'un navire brise la glace. Henri. Il portait un smoking, lui aussi, mais sur lui, l'élégance semblait naturelle, pas une armure. Il s'est interposé entre le garde et nous. Il n'a pas levé la voix. Il a simplement sorti une petite carte de visite de sa poche intérieure et l'a glissée dans la main du chef de la sécurité. Son geste était lent, délibéré. « Si vous posez la main sur elle, » a dit Henri d'une voix douce, presque conversationnelle, « je vous garantis que demain matin, vous ne trouverez plus de travail à Paris. Ni au Crillon, ni ailleurs. » Le garde s'est figé. Il a regardé la carte, puis le visage d'Henri. Il a reconnu le nom. Delacour. L'argent, le vrai, celui qui ne fait pas de bruit mais qui possède les murs. Le garde a reculé d'un pas, baissant les yeux, ses mains retombant le long de son corps. Monsieur Delacour. Je ne savais pas que, a-t-il balbutié. C'est bon, a coupé Henri. Il s'est tourné vers moi. Dans ses yeux, je n'ai vu aucune pitié, seulement une solidarité immense et une colère froide dirigée vers la scène où Adrien commençait déjà son discours, comme si de rien n'était. Claire, a dit Henri. Viens. Ma voiture est juste devant. Je vous emmène. J'ai regardé Henri. J'ai regardé le garde confus. J'ai regardé la foule qui nous épiait, avide de drame, ses visages poudrés et ses coups ornés de diamants qui nous jugeaient sans rien savoir de notre histoire. Et soudain, j'ai retrouvé mon souffle. J'ai serré la main de ma fille. J'ai redressé mes épaules. Je ne voulais pas être sauvée. Je ne voulais pas être la pauvre femme qu'un homme riche protège d'un autre homme riche.
Je voulais partir, oui. Mais selon mes propres termes. Non, Henri, ai-je dit, ma voix claire résonnant dans le petit cercle de silence autour de nous. Ne te fatigue pas pour eux. J'ai regardé le garde droit dans les yeux, puis j'ai balayé la salle du regard, défiant quiconque de me faire baisser les yeux. L'air est irrespirable ici, ai-je ajouté. Ça sent la lâcheté. J'ai tiré, dites-moi Juliette. Viens, ma chérie. On rentre. Nous avons marché. Non pas vers la sortie de service que le garde nous indiquait, mais vers la grande porte principale. Nous avons traversé la salle, fendant la foule. J'entendais le bruit de mes talons usés sur le sol précieux. Tac. 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 Chaque pas était une affirmation. Chaque pas nous éloignait de ce monde fou. Juliette marchait à côté de moi, le visage pâle, les mâchoires serrées, digne comme une reine en exil. Nous n'avons pas couru. Nous n'avons pas pleuré. Nous sommes sortis dans la nuit parisienne, laissant derrière nous les lustres dorés et l'homme qui venait de perdre bien plus que sa réputation, même s'il ne le savait pas encore. La portière de la berline d'Henri s'est refermée sur nous avec un bruit sourd, nous isolant du chaos de la place de la Concorde. À l'intérieur, l'air sentait le cuir neuf et la climatisation, une odeur aseptisée qui contrastait violemment avec la sueur froide qui perlait encore dans mon dos. Henri a démarré sans dire un mot. Les lumières de Paris défilaient derrière les vitres teintées, transformant la ville la plus romantique du monde en un simple décor flou et indifférent. Le silence dans la voiture était insupportable. Ce n'était pas un silence paisible, c'était un silence dense, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit là-bas, dans ce hall maudit. Et puis, Juliette a craqué. Ce n'était pas un cri. C'était un sanglot étouffé, le genre de bruit qu'on fait quand on essaie de retenir une digue qui est sur le point de céder. Elle s'est recroquevillée sur la banquette arrière, ramenant ses genoux contre sa poitrine, redevenant soudain la petite fille qu'elle n'était plus. Pourquoi il m'a regardée comme ça? A-t-elle balbutié entre deux larmes. Maman, il m'a regardée comme si j'étais une maladie. Une erreur. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Je me suis tournée vers elle, tendant la main pour caresser ses cheveux, mais je ne trouvais rien à dire. Que pouvais-je dire? Que son père était un homme compliqué? C'était un mensonge. Qu'il avait paniqué? C'était une excuse. Henri, qui conduisait les yeux fixés sur la route, a soudainement serré le volant. Je voyais ses jointures blanchir. Il a pris une grande inspiration, comme s'il s'apprêtait à plonger en apnée. Claire, a-t-il dit d'une voix grave. Ouvre la boîte à gants. J'ai froncé les sourcils, confuse. Quoi? Maintenant? Ouvre-la. S'il te plaît. Il y a une chemise cartonnée bleue au fond. Tu dois la lire. Et Juliette aussi. Il y avait une urgence dans sa voix qui m'a empêché de discuter. J'ai appuyé sur le bouton. La boîte s'est ouverte, dites-moi. Au milieu des papiers d'assurance et du manuel du véhicule, il y avait effectivement un dossier bleu, un peu usé, qui semblait déplacé dans cette voiture immaculée. Je l'ai sorti. Sur la couverture, un mot était tamponné en rouge, un mot qui avait pâli avec le temps, confidentiel. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, mes doigts tremblant légèrement sur le carton rugueux. Quand j'ai envisagé d'investir dans le groupe Montalembert il y a 6 mois, a expliqué Henri sans me regarder, j'ai fait faire un audit complet. Pas seulement des finances, mais de l'homme. Les enquêteurs remontent loin, Claire. Très loin. Je n'avais pas prévu de te le montrer. Je voulais te protéger. Mais après ce soir, après ce qu'il vient de faire à Juliette, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Ce n'est pas juste un lâche. C'est pire. J'ai ouvert le dossier. À la lueur des lampadaires qui rythmaient notre course, j'ai commencé à lire. Ce n'étaient pas des chiffres.
C'étaient des rapports. Des rapports de surveillance datés d'il y a 18 ans. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai tourné la première page. Il y avait une photo floue de moi, sortant de mon immeuble délabré de l'époque, le ventre rond sous un manteau trop fin. La date au bas de la photo correspondait à mon 7e mois de grossesse. Il savait, ai-je chuchoté. Continue, a dit Henri. J'ai tourné la page suivante. C'était une note d'honoraire d'une agence de détective privée. Et en dessous, un compte-rendu daté du 14 novembre. Je n'oublierai jamais cette date. C'était la nuit où j'avais failli tout perdre. Je me suis revue, seule dans ma chambre, pliée en deux par la douleur, rampant jusqu'au téléphone pour appeler les pompiers. Je me souvenais de la peur, cette terreur absolue de mourir seule, de perdre mon bébé avant même de voir son visage. Je croyais que personne ne savait. Mais le rapport disait le contraire. Je l'ai lu à voix haute, ma voix se brisant sur chaque mot. Sujet, Claire Valois. 14 novembre, 23h42. Le sujet présente des signes de détresse physique majeure. Transporté par les pompiers à l'hôpital Saint-Antoine. Diagnostic, hémorragie. Pronostic vital engagé pour l'enfant. J'ai arrêté de lire. J'avais la nausée. Il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un en bas de chez moi cette nuit-là. Quelqu'un qui regardait. Quelqu'un qui notait. Regarde l'instruction du client, en bas de page, a murmuré Henri. J'ai baissé les yeux. En bas du rapport dactylographié, il y avait une note manuscrite, écrite à l'encre noire. Une écriture fine, nerveuse, que je reconnaissais entre mille. Celle des instructions, ne pas intervenir. Maintenir la surveillance à distance. S'assurer impérativement qu'aucun journaliste n'est contacté. Si l'enfant ne survit pas, récupérer le dossier médical pour clore l'affaire. Et juste en dessous, sa signature. Adrien de Montalembert. Le dossier m'a glissé des mains. J'ai eu une sensation de vomir. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la lâcheté de jeunesse. C'était du calcul. C'était de la cruauté pure, administrative, clinique. Pendant que je hurlais de douleur dans une ambulance, il lisait des rapports. Il savait que je risquais de mourir, que sa fille risquait de mourir, et sa seule préoccupation était de s'assurer que la presse n'en sache rien. Il n'a pas renvoyé d'aide. Il n'a pas renvoyé d'argent. Il a envoyé des espions pour vérifier si le problème allait se résoudre de lui-même, peut-être même en espérant que la nature fasse le sale boulot à sa place. Juliette avait cessé de pleurer. Elle avait ramassé le dossier tombé sur le siège en cuir. Elle lisait la note, encore et encore. Dans le silence de la voiture, quelque chose a changé. L'atmosphère lourde de tristesse s'est évaporée, remplacée par quelque chose de froid et de dur. J'ai vu le visage de ma fille se transformer. Les traits enfantins se sont durcis. Ses yeux ont séché instantanément. Il a payé des gens pour me regarder mourir, a-t-elle dit. Sa voix n'avait plus aucune émotion. Elle était plate, tranchante comme du verre. Il nous a regardés avoir faim, a-t-elle continué. Il savait quand tu sautais des repas pour me nourrir. C'est écrit là. Regarde, maman. Sujet en difficulté financière critique. Il le savait. Et il n'a rien fait. Elle a refermé le dossier, dites-moi. Ce n'était plus la petite fille blessée qui avait quitté le bal. C'était une femme qui venait de comprendre la véritable nature du monde. Ce n'est pas un père, a-t-elle conclu en regardant par la fenêtre. C'est juste un homme qui a signé des papiers. Je l'ai regardé, cette étrangère familière assise à côté de moi, et j'ai ressenti un mélange vertigineux de douleur et de fierté. L'image du prince charmant, ou même du prince déchu, venait d'être pulvérisée. Il ne restait qu'un monstre en costume,
un homme qui gérait des vies humaines comme des lignes de bilan comptable. En tenant ce dossier jauni entre mes mains, j'ai senti un froid glacial m'envahir, un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la nuit. Il y a des vérités qu'on préférerait ne jamais déterrer, des secrets qui devraient rester pourrir dans l'ombre. Mais la vie, cette grande sculptrice cruelle, ne nous laisse pas toujours le choix de nos matériaux. Si vous, qui m'écoutez en ce moment, avez déjà ressenti ce genre de froid, celui de la trahison qui vous transperce jusqu'à l'os, celui de découvrir que la personne que vous aimiez n'était qu'une illusion dangereuse. Juste pour que je sache. Que ce soir-là, dans cette voiture silencieuse qui traversait Paris, je n'étais pas la seule à porter ce fardeau. Votre présence, même invisible, est la seule chose qui me donne la force de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, car la nuit était loin d'être finie. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés dans un bureau d'avocat sur l'avenue Hoche. C'était un de ces endroits conçus pour intimider, avec des murs lambrissés d'acajou, une moquette si épaisse qu'elle étouffait le bruit des pas, et une vue imprenable sur l'Arc de Triomphe. Mais l'ambiance n'avait rien de triomphal. L'air était saturé d'une tension électrique, celle qui précède les orages violents. Henri était là, assis à côté de moi, silencieux et massif comme un rocher. En face de nous, il n'était pas seul, techniquement, mais Henri avait exigé que ses avocats restent dans la pièce adjacente. Pour la première fois depuis des années, Adrien devait affronter la réalité sans bouclier humain. Il avait l'air fatigué. Ses traits étaient tirés, mais il portait toujours ce masque d'assurance hautaine, celui du PDG habitué à négocier des fusions, pas des familles. Juliette était assise à ma droite. Elle portait un jean et un pull gris, ses vêtements de tous les jours. Elle ne s'était pas déguisée pour lui. Elle se tenait droite, les mains posées à plat sur la table immense, d'un calme qui frisait l'irréel. Je la regardais et je ne voyais plus ma petite fille. Je voyais une jeune femme, forgée dans l'acier de nos épreuves, prête à trancher. Adrien a pris la parole le premier. Il a croisé les mains sur la table, adoptant ce ton professionnel, détaché, qu'il utilisait sans doute pour licencier des cadres ou fermer des usines. Écoutez, a-t-il commencé, évitant soigneusement de croiser le regard de Juliette. La situation d'hier soir était regrettable. Je n'étais pas préparé. C'était un choc. Il a fait une pause, attendant une absolution qui n'est pas venue. Personne n'a parlé. Le silence l'a forcé à continuer, un peu plus vite, un peu moins sûr de lui. Je suis un homme pragmatique. Je sais que j'ai des responsabilités. Le dossier que Monsieur Delacour possède, c'est du passé, mais je comprends qu'il puisse être mal interprété. Je veux régler cela. Correctement. Je veux faire ce qu'il faut. Il a ouvert une pochette en cuir devant lui. Il en a sorti un document et un chèque. Il a fait glisser le tout vernou sur le bois verni. Le bruit du papier frottant la table a résonné comme une insulte. Ceci est un accord de confidentialité, a-t-il expliqué. En échange de votre discrétion absolue, je m'engage à verser une pension rétroactive. Le montant est conséquent. 500 000 €. De plus, je m'engage à financer les études de Juliette, dans l'école de son choix, et à lui fournir un appartement à Paris, dans le 6e arrondissement, à son nom. Il s'est redressé, ajustant ses manchettes, visiblement satisfait de lui-même. Dans son monde, c'était une offre généreuse. C'était une solution royale. Il pensait avoir gagné. Il pensait qu'il pouvait combler 18 ans de vide avec des mètres carrés et des zéros sur un bout de papier. J'ai senti la colère monter en moi, une bouffée de chaleur qui me donnait envie de déchirer ce chèque et de le lui jeter au visage. Mais avant que je puisse bouger, avant même que je puisse ouvrir la bouche, Juliette a tendu la main. Elle a posé un doigt sur le chèque. Adrien a esquissé un demi-sourire, pensant qu'elle acceptait. Pensant que l'argent avait, comme toujours, le dernier mot. C'est beaucoup d'argent, a dit Juliette. Sa voix était douce, posée.
C'est ce que tu mérites, a répondu Adrien, retrouvant un peu de sa superbe. Je veux que tu aies un bon départ dans la vie. C'est ma façon de rattraper le temps. Juliette a levé les yeux vers lui. Et dans ce regard, j'ai vu tout ce qu'Adrien ne comprendrait jamais. J'ai vu les anniversaires passer seuls. J'ai vu les questions sans réponse. J'ai vu la fierté de nos dîners modestes. D'un geste lent, précis, Juliette a repoussé le chèque et le contrat vers lui. Monsieur, a-t-elle dit. Le mot a claqué. Pas papa. Pas monsieur. Une distance infranchissable. Vous pensez que le temps se rattrape avec un virement bancaire? Vous pensez qu'un appartement dans le 6e va effacer le fait que vous avez payé des gens pour regarder ma mère souffrir? Le sourire d'Adrien s'est figé. Il a cligné des yeux, déstabilisé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je veux juste aider. Non, a coupé Juliette, sa voix devenant plus tranchante. Vous ne voulez pas aider. Vous voulez acheter votre conscience. Vous voulez acheter notre silence pour que vous puissiez continuer à jouer au grand homme respecté. Mais vous n'êtes pas un grand homme. Vous êtes juste un homme riche. Et c'est très différent. Elle s'est levée. Elle semblait soudain immense dans cette pièce trop luxueuse. Gardez votre argent, a-t-elle continué, en le regardant droit dans les yeux, sans ciller. Je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin de votre nom pour réussir. Je n'ai pas besoin de votre aide pour vivre. Ma mère m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Elle m'a donné du courage. Elle m'a donné de l'honnêteté. Des choses que vous ne pouvez pas signer sur un chèque. Adrien était bouche bée. Il regardait cette jeune fille qui le rejetait, non pas avec des cris hystériques, mais avec une dignité glaciale qui l'écrasait. Il avait l'habitude que les gens mendient son attention. Il ne savait pas comment réagir face à quelqu'un qui n'avait tout simplement pas besoin de lui. Juliette, s'il te plaît, a-t-il tenté, la voix rauque. C'est ta chance. Ne sois pas stupide. Juliette a eu un petit rire triste. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Vous pensez que je perds quelque chose en refusant. Mais c'est vous qui avez tout perdu. Elle a posé ses mains à plat sur la table et s'est penchée légèrement vers lui. Monsieur de Montalembert, vous ne me devez pas d'argent. Vous me devez une enfance. Vous me devez un père qui m'attend à la sortie de l'école. Vous me devez les histoires du soir. Et ça ne s'achète pas. C'est trop tard. La place est vide, et elle le restera. Elle s'est reculée. Elle a pris son sac à dos posé au sol, l'a jeté sur son épaule avec désinvolture. Allons-y, maman. On a mieux à faire. Je suis restée assise une seconde de plus, fascinée. J'avais passé 18 ans à craindre ce moment, à imaginer comment je défendrais ma fille contre lui. Et je réalisais maintenant que je n'avais rien à faire. Elle n'avait pas besoin de moi pour la défendre. Elle était forte. Bien plus forte que lui. Bien plus forte que moi au même âge. J'ai regardé Adrien une dernière fois. Il était affalé dans son fauteuil en cuir, le visage gris, fixant le chèque rejeté comme si c'était une énigme indéchiffrable. Il avait l'air petit. Il avait l'air seul. J'ai senti une étrange légèreté m'envahir. Ce n'était pas de la joie. C'était du soulagement. Le monstre sous le lit n'était qu'un tas de vieux vêtements poussiéreux. Au revoir, Adrien, ai-je dit dites-moi. Je me suis levée, Henri s'est levé avec moi, et nous avons suivi Juliette vers la sortie. Nous n'avons pas regardé en arrière. Il n'y avait rien à voir. Juste un homme et son argent, enfermés dans une tour d'ivoire qui commençait déjà à se fissurer. Paris est un village, dit-on souvent. C'est particulièrement vrai pour ce petit monde doré qui vit au-dessus des lois, là où les murs ont des oreilles et où le silence est plus bavard que les cris. Nous n'avons jamais diffusé le dossier bleu. Henri l'a gardé dans son coffre,
et je n'en ai jamais parlé à personne. Juliette a repris ses études, la tête haute, sans jamais mentionner le nom de son père. Nous voulions la paix, pas la guerre. Mais la vérité est une matière volatile. Elle finit toujours par s'échapper, par s'infiltrer sous les portes closes. Ce soir-là, au Crillon, trop de gens avaient vu. Trop de serveurs avaient entendu. Trop d'invités avaient remarqué la ressemblance frappante entre le visage de l'héritier et celui de la jeune fille en uniforme qui l'avait chassé. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre, non pas dans les journaux à scandale, mais dans les salons feutrés, les conseils d'administration et les clubs privés. Le téléphone arabe de la haute société est impitoyable. On a commencé à murmurer qu'Adrien de Montalembert n'était pas fiable. Qu'il avait des cadavres dans le placard. Qu'il manquait de jugement. Et dans ce milieu, le manque de jugement est un péché bien plus grave que la cruauté. La chute n'a pas été bruyante. Il n'y a pas eu de menottes, pas de procès public. C'était une exécution silencieuse, menée par ceux-là même qu'Adrien avait passé sa vie à essayer de satisfaire, sa propre famille. Quelques jours après notre confrontation chez l'avocat, j'ai vu la notification sur mon téléphone. C'était un article bref dans la rubrique économique d'un grand quotidien. Le titre était sobre, presque ennuyeux, remaniement à la tête du groupe Montalembert. Adrien de Montalembert quitte ses fonctions pour des raisons de santé. Raisons de santé. C'est le code élégant qu'ils utilisent pour dire qu'ils ont coupé la tête du roi. L'article précisait qu'il allait prendre un repos nécessaire dans une clinique en Suisse. L'exil. La mise au placard. J'ai posé le téléphone sur la table de ma cuisine. J'aurais dû ressentir de la joie. J'aurais dû ressentir ce frisson de victoire que l'on voit dans les films quand le méchant est enfin puni. J'ai cherché cette satisfaction en moi, mais je ne l'ai pas trouvée. À la place, j'ai ressenti un vide immense. Une tristesse grise et lourde. Je pensais à ce petit garçon terrifié qui vivait à l'intérieur de l'homme en costume. Je pensais à toutes ces années qu'il avait passées à se contorsionner, à mentir, à écraser les autres, tout cela pour protéger une place sur un trône qui vient de l'éjecter à la première secousse. Quelle ironie tragique. Sa famille, cette institution pour laquelle il m'avait sacrifié, pour laquelle il avait sacrifié sa propre fille, venait de le recracher comme un noyau de cerise. Il l'avait traité exactement comme il m'avait traité 18 ans plus tôt, comme un problème à éliminer pour préserver l'image de la marque. C'est là que ma colère s'est éteinte. Pour de bon. On ne peut pas haïr une marionnette dont les fils ont été coupés. On ne peut que la regarder jaisir sur le sol, inanimée. 3 jours plus tard, au milieu de la nuit, mon téléphone a vibré. Il était 2 heures du matin. Le numéro était masqué, mais je savais. Il y a des intuitions qui ne trompent pas. J'ai hésité. Henri dormait paisiblement. Juliette rêvait dans sa chambre. Tout était calme. Je pouvais ne pas répondre. Je pouvais laisser sonner et retourner à ma vie paisible. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être le besoin de fermer la dernière page du livre. Allô? Ai-je chuchoté, assise dans le noir de mon salon. Au bout du fil, il y avait un silence, puis une respiration lourde, irrégulière. J'ai entendu le tintement de la glace contre le verre. Il buvait. Claire? Sa voix était pâteuse, méconnaissable. Ce n'était plus la voix du PDG arrogant. C'était la voix d'un homme qui regarde le fond d'une bouteille en cherchant des réponses qui n'y sont pas. C'est moi, ils m'ont tout pris, Claire, a-t-il dit, les mots trébuchant les uns sur les autres. Mon bureau. Mes accès. Même la voiture de fonction. Tout. Ma mère, elle ne me prend même plus au téléphone. Elle dit que je suis une honte. Je n'ai rien dit. J'écoutais l'écho de sa solitude. Je l'imaginais dans son immense appartement haussmannien, entouré de meubles de prix et d'œuvres d'art,
totalement seule. J'ai pensé à toi, a-t-il continué, sa voix se brisant. J'ai pensé à ce que Juliette a dit. Qu'elle n'avait pas besoin de moi. C'est drôle, non? Tout le monde a toujours eu besoin de moi. Ou plutôt de mon argent. Et la seule personne qui a mon sang, elle ne veut rien. Il a reniflé. Un bruit pathétique. Je suis désolé, Claire. Je suis tellement désolé. Je voulais te le dire. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû écouter mon père à l'époque. J'aurais dû. Je l'ai interrompu. Dites-moi. Sans animosité. Adrien, arrête. Mais je veux m'excuser, a-t-il insisté, comme un enfant qui pleurniche. Je veux que tu saches que je regrette. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. Tu t'excuses parce que tu as perdu, pas parce que tu as compris. Il s'est tu. Tu cherches le pardon pour te sentir mieux, ai-je continué. Pour pouvoir dormir ce soir. Mais ce n'est pas à moi de te donner ça. Je ne t'en veux plus. Vraiment. La haine demande trop d'énergie, et je n'en ai plus à te consacrer. Tu es devenu un étranger pour moi. Un souvenir flou. Claire. Ne t'excuse pas auprès de moi, Adrien, ai-je dit, ma voix devenant plus ferme. Et ne t'excuse pas auprès de Juliette. Elle va bien. Elle est forte. Elle est heureuse. Elle n'a pas besoin de tes regrets. J'ai marqué une pause. Si tu dois demander pardon à quelqu'un ce soir, demande pardon à toi-même. Moi? A-t-il balbutié. Oui. Toi. Excuse-toi auprès du jeune homme que tu étais il y a 20 ans. Celui qui avait des rêves. Celui qui savait t'aimer. Excuse-toi de l'avoir tué pour devenir ce que ta famille voulait que tu sois. Excuse-toi d'avoir vécu une vie qui n'était pas la tienne. C'est lui, la vraie victime de cette histoire. Pas moi. Il n'a rien répondu. J'ai entendu un sanglot, un seul, étouffé, puis le silence. Un silence absolu, vertigineux. Adieu, Adrien, ai-je murmuré. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table basse. Je suis resté là un moment, dans l'obscurité, écoutant le bruit de la ville qui dormait. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais simplement, finie. La boucle était bouclée. Le fantôme était retourné dans sa tombe. Je me suis levé, j'ai bu un verre d'eau, et je suis retourné me coucher. Pour la première fois depuis 18 ans, je n'ai pas rêvé de lui. J'ai dormi d'un sommeil sans rêve, le sommeil de ceux qui n'ont plus rien à craindre. Le soleil n'était pas encore tout à fait levé quand nous avons quitté Paris. La ville s'estompait dans le rétroviseur, une silhouette grise et majestueuse qui semblait soudain appartenir à une autre vie. Nous avions chargé quelques valises dans le coffre de la voiture d'Henri. Pas grand-chose. Juste l'essentiel. Nous partions pour la Provence, vers une petite maison en pierre avec des volets bleus qu'Henri connaissait, un endroit où le temps s'écoule plus lentement, au rythme des cigales et du vent dans les oliviers. J'étais assise à l'avant, regardant le paysage changer. Les immeubles de béton cédaient la place aux champs, aux arbres, à l'horizon ouvert. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais pas cette oppression familière sur ma poitrine. J'ai regardé mes mains posées sur mes genoux. Elles étaient les mêmes mains qui avaient tenu des câbles électriques, qui avaient changé des couches, qui avaient compté des centimes, qui avaient essuyé des larmes. Mais elles me semblaient différentes aujourd'hui. Plus légères. Libres. Je ne suis plus la jeune fille effrayée du jardin des Tuileries. Je ne suis plus la mère célibataire qui rase les murs. Je suis Claire Valois. Et pour la première fois, ce nom suffit. J'ai accepté mes cicatrices. Elles ne sont pas des marques de honte, mais des preuves de survie. Elles racontent l'histoire d'une femme qui a traversé l'hiver pour trouver son propre été.
Henri a posé sa main sur la mienne, un geste simple, sans demande, sans pression. J'ai tourné la tête vers l'arrière. Juliette dormait, la tête appuyée contre la vitre, les écouteurs dans les oreilles. Son visage était détendu, débarrassé de cette colère froide qui l'avait habité ces derniers jours. Elle ressemblait enfin à une jeune fille de 18 ans qui part en vacances, et non plus à un soldat qui rentre du front. En regardant la route défiler, j'ai pensé à Adrien une dernière fois. Non pas avec amertume, mais avec une clarté nouvelle, presque chirurgicale. Il a échoué, non pas parce qu'il a perdu son poste de PDG, mais parce qu'il a passé sa vie à juger les gens sur leur apparence et leur statut. Il a vu une serveuse en uniforme et il a vu un problème. Il n'a jamais pris la peine de regarder l'âme. C'est le piège des hommes comme lui, ils construisent des châteaux si hauts qu'ils ne voient plus les fleurs qui poussent au sol. Et j'ai compris autre chose, une vérité qui m'a pris 18 ans à admettre. Sa trahison, ce jour-là dans le jardin, ne parlait pas de moi. Elle ne disait pas que je n'étais pas assez bien, pas assez riche, ou pas assez digne d'être aimé. Elle parlait de lui. Elle parlait de son insécurité profonde, de son ego fragile qui avait besoin d'être validé par un nom de famille et un héritage. Il m'a rejetée parce qu'il était faible, pas parce que j'étais insuffisante. Il avait besoin d'une femme trophée pour se sentir puissant. Devant une femme réelle, il s'est brisé. La vraie victoire, elle est là. Elle n'est pas dans le scandale qui l'a détruit. Elle n'est pas dans l'humiliation publique qu'il a subie. La vraie victoire, c'est ce que nous faisons en ce moment même. Partir. Nous avons quitté Paris à l'aube. Je n'ai pas emporté l'argent des Montalembert, ni leurs excuses, ni leurs secrets. J'ai seulement emporté le sourire soulagé de Juliette et la main chaleureuse d'Henri. Adrien a tout ce qu'il voulait, tout ce pourquoi il a sacrifié son humanité, l'argent, la gloire de son nom, et une solitude absolue dans son grand appartement vide. Moi, j'ai ce qu'il a perdu depuis longtemps, et qu'il ne pourra jamais racheter, la paix de l'âme. On dit souvent que la meilleure vengeance est de vivre heureux. Mais je pense que la plus grande victoire n'est pas la vengeance. La victoire, c'est de regarder celui qui vous a détruit autrefois et de réaliser, avec une surprise douce, qu'il n'est plus rien à vos yeux. Il n'est plus qu'une ombre dans le rétroviseur, une ombre qui disparaît à mesure que la lumière du soleil inonde la route. Et vous, si vous étiez face à celui qui vous a le plus blessé, auriez-vous le courage de tout lâcher, de ne rien demander, et d'avancer vers votre propre lumière, comme je l'ai fait? C'est ici que l'histoire de Claire et de Juliette prend fin, sur cette route lumineuse qui s'éloigne de Paris. Elles ont choisi la dignité plutôt que la vengeance, le silence plutôt que le bruit. C'est un choix courageux, n'est-ce pas? De partir les mains vides, mais le cœur léger, alors qu'on aurait pu tout réclamer. Je me demande souvent si nous sommes nombreux à avoir cette force, celle de laisser le passé là où il est, sans chercher à le punir. Si cette histoire a réveillé en vous des souvenirs, ou si elle vous a simplement fait réfléchir, je serais touché de vous lire dans les commentaires. Vos pensées sont précieuses pour moi. Et si ce moment de partage vous a apporté un peu de réconfort, n'hésitez pas à aimer ce récit et à le partager autour de vous. C'est une façon discrète, mais essentielle, de soutenir notre chaîne, La Revanche Silencieuse, et de rester connecté pour les prochaines histoires. Pensez à vous abonner pour que nous puissions nous retrouver bientôt. D'ici là, prenez soin de votre paix intérieure. N'oubliez pas que parfois, le plus beau des départs est celui qui se fait sans un mot. À très bientôt. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.